Bonjour à tous, merci de votre présence. On démarre avec un petit peu de retard, le temps de laisser rentrer les visiteurs. On va commencer donc par un colloque de nos scientifiques, des scientifiques qui travaillent autour de cette fondation pour la biodiversité fromagère et qui vont donc expliquer aux fromagers, et notamment aux fromagers qui travaillent sur le lait cru et sur des produits microbiens très riches, à quel point ils sont dans le bon sens d'un point de vue sanitaire. Et ça, c'est d'ailleurs l'un des axes de travail principaux de cette fondation, c'est de montrer que le maintien de cette biodiversité et l'actualité nous montre à quel point ces enjeux sont importants. Donc que le maintien de cette biodiversité, il est important pour notre santé et pour notre avenir. Ensuite, on réunira en privé, derrière cet espace, différents groupes de travail. Et puis, on vous redonnera rendez-vous à 11 heures, entre 11 heures et midi, pour faire une restitution des premières réflexions de ces groupes de travail et puis vous présenter également les façons de s'engager dans la Fondation et le plan d'action qui est en train de se mettre en place. La Fondation est née très officiellement le 23 juin. C'est un long travail de regrouper toutes les forces vives de cette filière. On avance pas à pas, on construit pas à pas les choses. Ça va être un chantier de longue haleine qui va durer forcément plusieurs années. Et donc, merci d'être là et d'apporter votre pierre à l'édifice. On va commencer tout de suite donc, avec Alexis Mosca. Alexis Mosca, il est pédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, Sciences publiques de Paris, et il travaille sur l'édification du microbiote chez les jeunes enfants. Donc Alexis, je vais vous laisser tout de suite la parole. C'est vous qui maîtrisez vos slides. On vous met à l'écran et on vous écoute. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors, je ne vous vois pas, j'espère que vous me voyez, vous m'entendez bien. Je vais vous présenter comment se met en place le microbiote d'un bébé à la naissance. Donc, je vais vous donner des grandes notions et des choses qu'on a découvertes récemment. Ce qui se passe à la naissance du bébé, c'est qu'en même temps que naît le bébé, naît aussi son écosystème microbien. C'est un véritable Big Bang, là, comme je vous l'ai figuré sur cette diapositive, parce que vous voyez que en partant de zéro, au bout de 2 à 5 jours de vie, il y a déjà 10 puissance 8 à 10 puissance 9 bactéries, c'est-à-dire de l'ordre du milliard de bactéries dans son intestin. Et vers l'âge de 3 à 5 ans, il y en a 10 puissance 13, c'est-à-dire quelques centaines de milliards, ce qui est à peu près la population d'un microbiote d'un adulte. Donc, vous voyez, d'emblée, une naissance d'un écosystème en même temps que la naissance du bébé. Alors, la question, c'est d'où viennent toutes ces bactéries? Alors, ces bactéries viennent évidemment de l'environnement du bébé, mais l'environnement du bébé, donc c'est l'environnement d'Homo sapiens, c'est comme vous savez, il a drastiquement changé depuis qu'on était chasseurs-cueilleurs, puisque notre environnement a changé, notre alimentation a changé avec le développement de l'agriculture, puis des nourritures de plus en plus transformées, puis les mesures d'hygiène, la propreté, les antibiotiques, les césariennes, etc. Tout ça fait que aujourd'hui, un bébé qui naît en 2021 a un microbiote beaucoup moins diversifié et riche que ne l'avaient ses ancêtres il y a quelques dizaines de milliers d'années. Alors vous allez me dire, comment vous faites pour le savoir? Eh bien, figurez-vous qu'on le sait de façon certaine depuis très peu de temps, puisque c'est une étude qui a été publiée juste cette année dans la revue Nature, où des scientifiques ont pu extraire le microbiote des crottes d'Homo sapiens dans des grottes d'Amérique centrale. Et donc, ils ont vu qu'effectivement, il y avait une extinction massive des bactéries entre ces selles-là qui étaient de Cro-Magnon, puisqu'il y a à peu près 40%, on a perdu à peu près 40% des espèces qui étaient présentes à ce moment-là. Alors, pourquoi ça a une importance? Eh bien, parce que, comme vous savez, on voit de plus en plus de maladies dites dysimmunitaires, que ce soit les allergies, les maladies inflammatoires intestinales, le diabète, etc. Et certains auteurs pensent que, effectivement, le fait qu'on soit passé d'un microbiote ancestral très riche et diversifié à un microbiote comme ça beaucoup plus appauvri fait que, en dialogue avec le système immunitaire de l'hôte,
ça impacte ce dialogue et ça favorise l'apparition de toutes ces maladies. Et je vais vous donner quelques illustrations juste après. Alors, pardon. Mais avant tout, je voudrais revenir un petit peu sur, on a vu que donc le microbiote s'installait à la naissance, mais quels sont les facteurs qui vont influencer la mise en place de ce microbiote? Alors, comme vous voyez sur ces deux petites plaques, on a représenté par la hauteur de ces barres le poids relatif des facteurs qui influencent la composition du microbiote à la naissance. Donc, vous voyez, à l'âge de 5 semaines de vie, donc très tôt dans la vie, ce qui prédomine, c'est essentiellement la voie d'accouchement, c'est-à-dire est-ce qu'on est né par voie basse ou par césarienne. Mais très, très vite, dès 13 semaines de vie, vous voyez que le facteur qui se dégage très nettement, c'est le fait d'être allaité au sein ou au biberon. Et alors, pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que dans le lait maternel, dans le lait de maman, il y a des substances qui s'appellent des oligosaccharides du lait maternel. L'acronyme en anglais, c'est HMO. Et il y en a en quantité très importante. Vous voyez que dans le lait de femme, il y en a 10 à 15 grammes par litre, quand dans le lait de vache, il y en a à peu près 100 fois moins. Donc, c'est une caractéristique des primates. Et pourquoi ils sont importants, ces HMO? Eh bien, ils sont importants parce qu'ils ne servent pas de nourriture pour le bébé. C'est-à-dire, le bébé ne peut pas les digérer, ne peut pas les utiliser comme nourriture. Et donc, ils sont utilisés par le microbiote du bébé. Donc, une maman qui allaite son bébé au sein, elle nourrit son bébé et le microbiote du bébé. Et comme il y a finalement très, très peu de bactéries dans le microbiote du bébé qui sont capables d'utiliser ces HMO pour se nourrir, eh bien, ça fait que le microbiote d'un bébé au sein est finalement très, très simple et très riche, en particulier en certaines bifidobactéries. Donc ça, c'est le facteur le plus important, c'est l'alimentation et c'est assez logique puisque les bactéries qui sont dans notre intestin, dans notre côlon, pour survivre, elles doivent se nourrir. Et de quoi elles se nourrissent? De nos restes. Et donc, la façon dont on s'alimente influence énormément notre microbiote intestinal. Alors, je voudrais finir pour vous dire en quoi ça a une importance de s'occuper de cette implémentation de ce microbiote intestinal. Eh bien, parce que ces dernières années, on a montré que, en fonction de la trajectoire que va prendre ce microbiote dans les tout premiers instants de la vie, dans les toutes premières semaines et mois de la vie, eh bien, ça va favoriser ou non l'apparition de certaines maladies plus tard. Donc, vous voyez, j'ai schématisé ça ici avec cette petite bille jaune qui est le microbiote du bébé quand il naît. Donc, il est sur un plateau, il est complètement instable, il peut aller dans toutes les directions. Et au fur et à mesure des semaines qui passent, il s'enrichit, il se développe et il devient de plus en plus stable et résilient, c'est-à-dire un peu comme si la petite bille allait au fond d'un puits qui fait qu'elle résiste aux perturbations. Et vous voyez que la petite bille, elle peut aller dans des puits verts ou plutôt dans des puits rouges. Et en effet, on a montré que, eh bien, en fonction de la trajectoire, on peut avoir plutôt une bonne santé ou plutôt une maladie. Là, je vous ai figuré, par exemple, un bébé qui avait de l'eczéma. Et ça a été bien démontré par plusieurs études, mais je vous en montre une seule pour vous donner un peu l'idée de ce qu'on fait. On a suivi ici 500 enfants à qui on a prélevé des selles assez régulièrement dans les premiers mois de vie. Et puis, on a regardé à 3 ans ceux qui faisaient de l'eczéma ou pas. Et vous voyez ici, c'est un index de diversité. Vous voyez qu'en rouge, ceux qui vont faire de l'eczéma, vous voyez tout de suite que leur microbiote, dès les tout premiers jours, premières semaines de vie, il prend une trajectoire différente de ceux qui ne feront pas d'eczéma. Donc là, on voit bien l'importance et de l'alimentation et de la trajectoire que va prendre le microbiote du bébé pour assurer une bonne santé ensuite à l'enfant. Une autre étude que je vais vous montrer qui a été publiée il y a vraiment quelques semaines, qui va, je pense, vous intéresser, puisqu'elle s'est intéressée à des gens qui ont un mode de vie très particulier, qui font partie de l'ancien ordre des Mémonites aux États-Unis. C'est un genre de population un peu comme les Amish. Et donc, ils ont comparé les enfants de cette communauté avec des enfants occidentalisés à Rochester. Ils ont regardé le microbiote à l'âge de 2 mois et ensuite, ils ont regardé à 3 ans s'ils faisaient, là encore, de l'eczéma. Donc, vous voyez que les gens qui vivent dans cet ordre-là
ont beaucoup plus de contact avec les animaux de la ferme, avec la volaille, etc. Et puis surtout, vous voyez que les mamans consommaient du lait cru à 90% quand à Rochester, aucune des mamans ne consommait du lait cru. Alors, il y a aussi d'autres différences, hein. Les bébés étaient plus souvent nés par voie vaginale, avaient un peu moins d'antibiotiques. Et à la fin, ce qu'ils ont regardé, c'est qu'effectivement, chez les enfants de cet ordre-là, 70% avaient ces bifidobactéries dont je vous ai parlé, en particulier Bifidobacterium infantis, et très peu faisaient de l'eczéma. Alors que chez les enfants occidentalisés, très peu, avaient du Bifidobacterium infantis. Vous voyez ici 21% contre 70%, et beaucoup plus faisaient de l'eczéma. Vous voyez 35% versus 6,5%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'effectivement, les enfants qui avaient cette bifidobactérie produisaient dans les selles beaucoup plus d'acide lactique, qui rendait donc les selles des bébés plus acides. Or, on sait que au cours du dernier siècle, vous voyez que le pH des selles a nettement augmenté d'un point, donc c'est assez significatif. Et on sait que les selles des bébés aujourd'hui sont beaucoup moins acides. Pourquoi? Justement parce qu'il y a moins de bifidobactéries et moins de production d'acide lactique. Voilà, du coup, je voulais finir par cette étude, là encore publiée il y a vraiment quelques semaines, qui vous montre par quel mécanisme, je vous parlais tout à l'heure du dialogue entre les bactéries du microbiote et l'immunité. Donc, cette étude, elle montre un petit peu ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé le microbiote de bébé qui était allaité au sein, donc qui recevait ces fameux oligosaccharides, mais certains de ces bébés avaient beaucoup de bifidobactéries qui pouvaient les digérer et d'autres n'en avaient pas beaucoup. Et vous voyez que le système immunitaire de ces bébés, en fonction de s'ils avaient les bactéries pour digérer ces oligosaccharides, n'était pas le même. Et ensuite, ce qu'ils ont fait dans un deuxième temps, c'est que les bébés qui n'avaient pas beaucoup de bifidobactéries, ils leur ont donné des Bifidobacterium infantis et ils ont pu voir que ça modifiait leur système immunitaire parce que justement, ces bifidobactéries produisaient de l'acide lactique qui allait réguler certains facteurs de l'immunité. Donc, voilà un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui très brièvement. Les messages importants à retenir, c'est que au fil des générations, eh bien, le microbiote intestinal de l'homme, et en particulier des bébés, s'est appauvri et que cela pourrait être une des explications qui explique l'émergence de toutes les maladies de type occidental. Que donc l'alimentation et l'environnement précoce du bébé influencent fortement la composition de son microbiote intestinal et en particulier donc le fait qu'il soit allaité au sein ou dans un environnement comme on a vu chez les mémonites autour des animaux de la ferme, etc. Et que surtout, ça nous intéresse de comprendre comment se met en place ce microbiote parce qu'on pense qu'effectivement, de la trajectoire que va prendre ce microbiote, peut avoir des conséquences sur la santé du bébé plus tard et probablement par donc, des empreintes épigénétiques, c'est-à-dire que ça va réguler l'expression des gènes du bébé. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, pour vous donner une image, c'est vrai que nous, les pédiatres, on nous apprend dès qu'on est petit qu'un bébé n'est pas un adulte miniature. Et bien, de la même façon, le microbiote d'un bébé, vous voyez, c'est un écosystème naissant et qui est bien sûr très différent d'un écosystème adulte déjà bien établi et bien résilient. Merci pour la clarté de cet exposé. Donc, vous êtes pédiatre. On a dans la salle pas mal de fromagers qui sont confrontés à des questions des consommateurs. Donc, comment jugez-vous la décision des pouvoirs publics d'interdire le lait cru dans les cantines scolaires? Quel sens pour le médecin, quel sens cela a-t-il? Alors, c'est toujours un petit peu le même problème de la précaution, c'est-à-dire que il y a d'un côté les bénéfices qu'on a vus de consommer du lait cru pour l'établissement du microbiote intestinal, et d'un autre côté,
les rares cas d'infection qui peuvent être médiés par cette consommation. Donc, à un moment donné, les pouvoirs publics qui ont un rôle de protection, parce que si vous voulez, l'infection, ça se voit à court terme, c'est-à-dire l'enfant, il est malade, ça se voit tout de suite. Le fait de diversifier un microbiote intestinal, c'est quelque chose qui a des conséquences à plus long terme. Donc, les pouvoirs publics, ils vont avoir une action qui se situe plus dans le court terme et qui donc interdit ces fromages pour éviter les rares, voire exceptionnels cas d'infection médiés par ces fromages. Merci Alexis. Merci d'avoir rejoint la Fondation. Puis on espère que vous serez à nos côtés pour convaincre les autorités voilà, de cette vision, que cette vision à long terme, elle est très très importante.